Gros plaisir de t'accueillir, Jérémy. Gros plaisir, vraiment personnel et professionnel. Je suis très, très content de pouvoir échanger avec toi. Vraiment. Le premier échange qu'on a eu il y a 1 ou 2 mois était hyper quali, hyper friendly. Je me suis dit, allez, go, on fait un talk ensemble. Ça vaut vachement le coup. En fait, nous, on accompagne pas mal de startups et scale-up, voire des grands groupes qui ont des divisions tech et qui se posent tous la même question. On a de la data, ok, très bien, mais on ne sait pas vraiment quoi en faire, on ne sait pas vraiment comment avoir de l'impact grâce à cette data. C'est des questions qu'on a souvent, on échange beaucoup avec les membres du réseau, les membres de la communauté TPC là-dessus. Et en échangeant avec toi, en fait, ça m'a envoyé vers une nouvelle vision de cette problématique. Tu vois, on se dit, on va créer une équipe data, ça va booster l'innovation, ça va être mortel. En réalité, c'est dur à mettre en pratique. Et de notre échange, ce que j'en ai retenu très sommairement, c'est que avoir de l'impact grâce à la data, ça demande un mindset particulier. C'est d'abord une question de mindset. C'est d'abord une question de mindset, à la fois côté entreprise et côté team data. Et si je dois résumer un petit peu ce que tu m'as dit sur ce mindset, c'est qu'en gros, la contribution des équipes data se mesure en euros, pas en innovation technologique. Du coup, c'est ce dont Exactement. on va parler. Ça va être un peu le thème de ce talk. On va l'aborder d'une façon assez simple. On va parler de ton parcours, essayer de partager des insights assez concrets, illustrant comment la data peut générer des millions d'euros en revenus, en économie. Avec toi, Jérémy. Jérémy, tu es passé par tes VP Data, tu es passé par Vente Privée, par Mano Mano, par Conto, par Normal Sup aussi, accessoirement. On va, on va un petit peu, décortiquer tout ça. Je vois qu'on a du beau monde aussi. Ravi de vous accueillir. Thibaut chez Bisport, avec des problématiques sur construction d'équipe, répartition des rôles. Yes, Guillaume, coach agile, comment avoir de l'impact grâce à la data. Clara, tu es BI engineer pour en apprendre un peu plus sur la vision de Jérémy. Edern, toi, tu es data PM chez Decathlon, intéressé par la mesure de l'impact. Yes. Des gens en reconversion dans la data. Donc, trop cool. On va partir là-dessus. Noter un petit peu toutes ces réflexions, les prendre en compte. Juste avant, très rapidement, je vous partage mon écran pour celles et ceux qui nous découvrent. Donc, The Product Crew, en 2 mots, on est un cabinet de recrutement tech. Globalement, on met en relation des entreprises, startups, scale-up, PME tech avec des membres, mais avec des talents tech. Mais notre particularité, c'est qu'on travaille exclusivement avec les membres de la communauté TPC. Donc, ça fait 4 ans qu'on travaille avec cette communauté, qu'on l'anime, qu'on essaie de la faire grandir. Et c'est plutôt des profils confirmés, seniors, voire C-level, très talentueux. On va résumer ça comme ça. On a, je crois, dépassé les 50 000 mises en relation entre nos entreprises et nos membres. Donc voilà, c'est un plaisir de faire ça au quotidien. On vous a préparé 2 ressources que vous pouvez récupérer. De toute façon, on vous les enverra, mais vous pouvez les récupérer dès à présent. Donc, une boîte à outils data avec tous les outils, les fondamentaux, les méthodes. On a fait ça avec plusieurs startups, hyper riche. Et si vous ne l'avez toujours pas, notre étude de salaire sur la tech en 2024, c'est des questions que se posent pas mal de monde. Donc, je vous laisse les récupérer ou les télécharger directement sur notre site web à l'adresse ressources, à la page ressources. Voilà. Si vous êtes un petit peu en recherche en ce moment, vous n'hésitez pas. On a pas mal d'opportunités, surtout côté data, dans toutes les verticales d'ailleurs. Data Engineering Manager, Data Product Designer, ML Engineer, Data Scientist ou Data Analyst. Donc, vous n'hésitez pas. Et pareil, Et il y a si des vous êtes, opportunités chez Conto. et des opportunités chez Conto, évidemment. Et pareil, si vous êtes plutôt de l'autre côté, que vous cherchez vraiment à, je sais pas, renforcer vos équipes, senioriser, dérouler une série B ou autre, n'hésitez pas, on accompagne beaucoup de monde et on le fait bien. Voilà pour TPC. Hop, c'était le moment pub. On passe à la suite. Jérémy, merci beaucoup encore d'être là.
peut-être rapidement, tu vois, en quelques mots, nous présenter un petit peu ton parcours. Toi, tu es passé de la recherche fondamentale au monde de l'entreprise, tu as transitionné du monde académique au monde entrepreneurial. Yes, je vais raconter tout ça, mais juste dire que je suis hyper content d'être là aussi, que j'avais adoré, Mehdi, l'échange qu'on avait eu avec des questions hyper intéressantes, et que donc je suis super content d'avoir cette occasion de prolonger ce moment-là et de l'ouvrir, de le partager. Et que donc, peut-être avant de répondre à ta question, désolé encore une seconde, dire que pour moi, ça sera un succès si jamais on fait quelque chose d'interactif, que vous me posez des questions, vous me challengez. Je vais essayer de vous en poser aussi. Mais voilà, n'hésitez pas. Je vais essayer d'éviter de fuir le monologue. Et si vous avez, avant même qu'on commence, des envies, j'ai vu, hein, j'ai déjà vu un certain nombre de choses ici, attaque défense, j'ai vu des choses autour de l'organisation, autour d'un certain nombre de points clés de la mesure de l'impact. Mais si localement, pendant que je me lance, vous avez des envies de prolonger ou de faire des zooms, n'hésitez pas. J'essaierai d'être attentif et si je ne le suis pas, je suis sûr que Toli ou Mehdi le seront et me rattraperont en disant il y a ce point-là important qu'il faut que tu adresses. Sur mon parcours, il a été donc j'ai une formation d'ingénieur. J'étais spécialisé dans les stats. J'ai fait une école de stats qui s'appelle l'ENSAE, mais ça commence à dater. Et j'ai été complètement transformé, bouleversé par un stage que j'ai fait quand j'étais en 2e année. J'ai bossé pour une petite boîte qui, je crois, aujourd'hui n'existe plus malheureusement, qui s'appelait à l'époque A2IA. On est dans les années 2000. Il faut dire que je suis vieux. Hein. Il paraît que c'est dans la tête, mais enfin quand même. Des fois, ça se voit aussi un peu dans les jambes. Et donc, c'était en 2000. Cette boîte était spécialisée dans la reconnaissance de caractères manuscrits sur les chèques pour payer. Essayer de reconnaître les montants écrits en toutes lettres, s'assurer qu'ils étaient conformes aux montants en chiffres, et aussi de reconnaître les autres informations comme le destinataire. Et il se trouve que c'était un ancien de l'ENSAE qui était dans cette boîte-là et qui m'avait fait venir. Xavier, je te remercie, ça a changé ma vie. À ce moment-là, j'ai découvert des outils qui étaient très, très jolis conceptuellement. C'était des chaînes de Markov et des réseaux de neurones. On est dans les années 2000, donc c'est pas encore la popularité très utile parce que c'est seulement grâce à ces outils assez sophistiqués qu'on arrivait à faire des progrès tangibles et des gains de performance significatifs. Parce que si on en restait sur des méthodes plus rustiques, on n'arrivait pas à monter la barre. Et donc c'est là où je me suis dit que je voulais absolument faire ça, être dans cette zone où on manipule des concepts qui sont élégants, pas forcément faciles d'accès et qui ont de l'impact. Donc maintenant je fast forward, donc du coup ça m'a lancé à faire une carrière dans la recherche, en faisant une thèse de maths appliquée. À l'époque, on disait Cachan, je crois maintenant on dit l'ENS Paris-Saclay. J'ai aussi passé le concours pour rentrer à Cachan en 3e année parce que mes parents en avaient quand même marre à un moment de payer pour mes études. Ce qui m'a fait passer la grecque de maths, qui était rigolo. Et donc j'ai bossé dans le domaine du traitement des images digitales, à essayer de reconnaître ce qu'on appelait des structures géométriques de bas niveau. Voilà, je vais vous épargner les détails. Et avec le temps, chemin faisant, j'ai eu un poste, on disait, de maître de conférence à Télécom Paris dans l'équipe de stats, et puis plus tard un poste au CNRS. Mais j'ai fini par me rendre compte que par rapport à cet idéal qui m'avait fait rentrer dans le domaine, de manipuler des concepts élégants qui ont de l'impact, je tiquais la case sur manipuler des concepts élégants, mais pas tant sur l'impact. Et j'ai mis un peu du temps à me rendre compte que j'étais malheureux à cause de ça, que je me sentais quand même largement inutile. Et quand je m'en suis rendu compte, il était déjà un peu tard, c'est-à-dire que j'avais peut-être 34, 35 ans, et j'ai commencé à bosser avec le monde des entreprises, avec Cdiscount, et puis on pourra rentrer dans les détails si ça vous intéresse, pour vous raconter comment ce travail avec Cdiscount sur le moteur de recherche, ça m'amène à prendre la tête de l'équipe de data de vente privée, enfin de la montée et d'en prendre la tête, puis de transiter avec l'ancien CTO de Privalia, du coup, qui avait été racheté par vente privée chez Mano Mano, et à la trajectoire qui a été la mienne après. Voilà. Bon, pour faire court, hein. Désolé, c'était pas si court que ça. Hyper intéressant. Alors, il y en a peut-être qui ont été frustrés par le monde de la recherche et le monde académique. Très chaud pour avoir vos réflexions aussi dans la chatroom, si vous vous reconnaissez là-dedans. Donc ça, c'est un peu une première partie.
Et puis ensuite, peut-être dire aussi en 2 mots que j'en ai bavé de la transition, c'est-à-dire que je pense qu'au moment où je me suis fantasmé une vie dans le monde des entreprises, j'en avais une vision très loin de ce qu'a été la réalité. Et tant mieux, parce que je pense qu'il y a des fois où quand on se rend compte des obstacles, ça inhibe à l'action. Mais il y a effectivement quand même un sacré changement à opérer sur soi pour passer du monde de la recherche au monde des scale-up, parce que sur un certain nombre d'aspects, c'est des mondes qui sont diamétralement opposés. En fait, ce que tu me disais, c'est qu'en fait, quand tu es chercheur, tu me parlais de deux écueils. Tu me parlais de. Tu fais des choses utiles, mais pas très théoriques. Et tu fais des choses jolies, mais qui sont pas très pratiques. C'est ça. En fait, tu sais de viser au milieu, mais le milieu, tu t'en rends pas compte, mais c'est prix Nobel. C'est-à-dire que le nombre de découvertes qui sont très jolies, très élégantes conceptuellement et qui sont à la fois super utiles se compte sur les doigts de la main. Et tous les chercheurs ont ces découvertes-là en tête. Je sais pas, je peux en citer quelques-unes. Je peux citer la théorie de l'information, je peux citer la de Shannon, je peux citer les ondelettes, je peux citer ce qui a été fait en machine learning avec les méthodes, on va dire, des années 90-2000 autour du boosting, des forêts aléatoires et puis maintenant des réseaux de neurones profonds. On a tout ça en tête quand on est chercheur, on est nourri de ça, c'est vers là qu'on tend. Mais en fait, notre quotidien, pour la plupart des chercheurs, sauf des chercheurs exceptionnels, c'est d'être d'un côté ou de l'autre de cette ligne de crête, qui est de faire des choses très jolies et à impact. La plupart des gens sont soit du côté de l'impact, mais alors dans ce cas-là, à se faire entendre dire toute la journée que ce qu'ils font, c'est pas de la recherche, parce que c'est des règles de 3 à améliorer, et que donc, en termes de progression pour un chercheur, c'est pas très marrant, surtout un chercheur qui en général fait du bon travail sur le code, et toutes des choses qui sont pas très valorisées dans le monde de la recherche, ou qui ne l'étaient pas, peut-être ça a changé. Ou alors, au contraire, de faire des choses qui sont très jolies conceptuellement, mais qui pour le coup cherchent leur application. C'est vrai que c'est hyper Voilà. valorisant quand tu fais, quand tu travailles pour le coup sur un produit et que tu as de l'impact. Un des premiers exemples que tu m'as cité, c'est celui de Cdiscount. Et très drôle, quand tu passes des mathématiques appliquées à l'algorithmie et que tu travailles sur le moteur de recherche de Cdiscount, tu m'as parlé de cette recherche en particulier quand tu cherches un pneu voiture sur eBay. Et que ça t'envoie sur, en gros, vraiment des Tout sauf des pneus résultats voitures. horribles. Ouais. Faites le test, hein, si vous voulez, chez vous, allez sur le site eBay et cherchez pneus voiture, vous allez eBay.fr, voir ouais. exactement, vous allez voir ce sur quoi vous tombez. Et comment vous avez réfléchi à ça côté Cdiscount. Tu veux en dire deux mots là-dessus, Jérémy? Ouais, et là aussi, je me rends compte en t'écoutant que les carrières, c'est aussi une histoire de rencontres. Et là, je suis hyper reconnaissant à Mathieu, qui était chez Cdiscount à l'époque et qui m'a Ouais, initié Mathieu Cornet, ouais. au domaine, Mathieu Cornec, ouais. Et qui m'a fait travailler sur ce sujet-là, qui est un sujet qui coche toutes les cases, parce que un moteur de recherche pour un e-commerçant, c'est vital. Enfin, surtout pour des e-commerçants qui ont des long tails, c'est-à-dire des produits qui sont peu vus et peu achetés, mais un certain nombre, il y a une niche d'utilisateurs qui en ont besoin. Et tout l'enjeu, c'est de faire que ces utilisateurs-là puissent facilement trouver ces produits-là. Et voilà. Donc l'impact est très important. Et en fait, c'est pas facile de faire un bon moteur de recherche, parce que les moteurs de recherche traditionnels, on se parle des années 2000, fonctionnaient suivant un principe de matching de mots-clés. Donc, typiquement, quand on mettait pneu voiture dans le moteur de recherche à l'époque, et c'est encore ce qui semble être le cas sur eBay.fr, eh ben, on cherchait des produits qui contenaient, soit dans leur description, soit dans le titre, soit dans le sous-titre, pneu et voiture. Or, la plupart des pneus ne contiennent pas pneu et voiture dans leur titre, le sous-titre ou la description. Par contre, des kits anti-crevaison pour pneus voiture contiennent pneus et voiture. Et donc, on s'étonne, si on n'est pas du domaine, de faire ce genre de requête et de retrouver tout sauf des pneus pour voiture. Ouais, c'est assez dingue. On a fait le test en live et c'est assez effarant. Il y a autre chose aussi, ce qui est marrant dans ton parcours, c'est qu'il y a c'est un peu un millefeuille, quoi. Tu pars tu découvres des strates de plus en plus profondes, et quand on creuse, il y a ce truc, et je pense que beaucoup de gens se reconnaissent dans le monde de la data. Dans le monde de la data, on a une valeur qui revient souvent, c'est celle de l'excellence. Et
Et en fait, quand tu travailles dans une toute petite team ou tout seul dans ton labo, en fait, cette notion d'excellence, elle devient un peu relative euh, quand tu passes derrière à une aventure collective, quand tu rentres dans un bateau avec un CEO, avec des équipes. Et là, ce que tu me disais, c'est qu'en fait, l'enjeu devient différent. On n'est plus sur l'excellence, on est sur un enjeu de mouvement, un enjeu de dynamique. Et ça, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi en rentrant dans le monde de l'entreprise, je crois. Ouais, c'est très très juste. Ce que tu dis, c'est que tu changes complètement de valeur cardinale. Quand tu es dans le monde de la recherche, la valeur cardinale principale, c'est la vérité. Ou autrement dit, l'anti-valeur cardinale principale, c'est l'erreur. Ce que tu peux faire de pire, c'est écrire une erreur et signer d'un papier qui contient ton nom. Et donc, tu vas réfléchir beaucoup pour essayer d'éviter ça, d'éviter d'écrire, de dire des erreurs, tu auras du mal, mais en tout cas d'en écrire ou d'en écrire de manière pérenne. C'est après tout le processus de relecture, etc. Et donc, on arrive sur des profils qui sont vraiment des profils qui ressemblent à ce que je trouve dans le sport de haut niveau, dans la musique élitiste, dans les arts, qui sont des profils qui sont vraiment hyper performants pour travailler en petite équipe et arriver dans un temps assez court à innover conceptuellement, scientifiquement, sans raconter de bêtises. Dans le monde des entreprises, cette notion de vérité et d'erreur, elle est beaucoup moins importante selon moi, et elle est des fois même potentiellement contre-productive, inhibante. Parce que c'est pas très grave de faire des erreurs. Ce qui est important, c'est de rester ensemble. C'est d'avancer vite, de rester en mouvement, plutôt que de réfléchir longtemps pour ne pas faire d'erreurs. C'est de prendre des décisions qui fassent qu'on reste tout le temps en mouvement, qu'on s'adapte, qu'on pivote. Et plutôt que d'avoir raison contre les autres, c'est beaucoup plus important de rester en consensus, tant que c'est possible. Ou en tout cas, d'essayer de trouver quelque chose qui convienne à l'équipe et qui fasse que de cette aventure, on va dire, en toute petite équipe qui est celle dans le monde de la recherche, se transforme en aventure collective avec des fois des centaines ou des milliers de personnes impliquées dans un même projet, plutôt des centaines de personnes dans ce qui concerne mon expérience, mais au maximum, même plusieurs dizaines de personnes impliquées dans un projet et que tout le monde trouve du sens. Et pour ça, il ne faut pas se positionner. Le monde de la recherche, c'est un monde compétitif où on essaye d'améliorer quelque chose qu'a fait une autre équipe, de montrer qu'on fait mieux ou différemment, ou que les autres avaient tort, ou que le point de vue n'était pas bon. Et là, il faut chercher à créer cette notion d'alignement et de collectif. Donc les valeurs sont très très différentes. L'erreur et la vérité d'un côté, le dynamisme, le mouvement et le collectif de l'autre. C'est intéressant comme réflexion parce que ça nous envoie vers autre chose que la dichotomie entre recherche de vérité d'un côté et recherche de performance et de KPI de l'autre. Tu vois, toi, tu fais plutôt une dichotomie entre recherche de vérité et recherche de sens en équipe, de consensus. Est-ce que ça veut dire que le consensus, en fait, amène la performance? Il faut d'abord, tu vois, créer cette équipe, créer ce mouvement. Ouais, tu trouveras beaucoup de profils très puristes, très idéalistes dans le monde de la recherche, ou vraiment qui n'hésiteront pas à dire non, ce que tu dis est faux, le bon point de vue c'est, etc. Parce que ils sont à fond dans leur art, dans leur domaine, dans leur savoir-faire, et c'est tout ce qui les valorise. C'est cet angle de vue original, quitte à créer des clivages, quitte à dire que ce point de vue est le bon et ceux de tous les autres est faux, ou en tout cas n'est pas le bon. Et ça, si tu fais ça dans le monde de l'entreprise, bah, tu te retrouves très vite à essayer donc, de trouver des différences par rapport à ce qui existe et donc à te séparer du collectif. Or, ce que tu as envie de faire, c'est le contraire. C'est à créer un esprit d'équipe, une envie de faire ensemble. Et donc, l'état d'esprit n'est pas de dire ce que tu viens de dire n'est pas le bon point de vue parce que, mais ce que tu viens de dire est hyper intéressant et par rapport à ce que je viens de dire, c'est complémentaire. Et si on essayait de faire ça ensemble? Bah, du coup, ça nous amène vers un petit peu ton expérience des équipes data. Un des gros trucs que tu as fait, un des gros achievements pardon, dans ton parcours, c'est d'avoir créé des équipes data from scratch ou presque, avec un impact économique mesurable. Tu peux nous donner un peu un exemple de ça? Ouais. Alors, je vais peut-être commencer sous l'angle du recrutement, parce que TPC, c'est aussi un angle qui est hyper important pour vous. Je vais vous partager
une question que je pose en tant que recruteur, la question la plus importante. Il y a plusieurs entretiens et donc dans le premier entretien, l'entretien de contact avec le manager, il y a une question que je pose quasiment systématiquement pour les profils de type data science, machine learning engineer, pas tant sur les profils data engineer, qui est quel est le projet le plus impactant pour lequel tu n'as jamais bossé? Et est-ce que tu peux m'expliquer ce projet, me donner des détails? Quel était l'impact? Qu'est-ce que tu as fait? Et si vous étiez à mes côtés à ce moment-là, vous hallucineriez, j'ai halluciné pas mal pendant mes premières années en tout cas, maintenant je m'y suis fait, du nombre de personnes qui n'ont pas d'exemple convaincant. Tout le monde a bossé sur des projets, mais finalement, moins de la moitié des gens que j'ai en entretien ont un exemple convaincant. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que moi-même, ça m'était arrivé, et sans doute, j'en avais pas eu conscience à l'époque. Donc, je vais vous raconter, plutôt que de vous raconter les écueils des autres, je vais vous raconter les miens propres. Quand je décide de faire le move entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, je bosse dans une entité qui s'appelle TerraLab, qui a comme vocation d'évangéliser ce qui s'appelle à l'époque Big Data dans le monde des entreprises. Et on bosse avec La Poste sur une problématique de détection de fraude. Il y a visiblement des gens qui ont craqué le circuit d'affranchissement des colis et des lettres pour se débrouiller pour envoyer des lettres qui en réalité n'arrivent jamais et lettres que ces fraudeurs ont pris le soin de recommander au maximum pour ensuite faire un claim et dire attendez, cette lettre elle n'est pas arrivée, pourtant elle est recommandée sur plusieurs centaines d'euros, donc est-ce que vous pouvez m'indemniser? Et donc la Poste vient nous voir à l'époque en nous demandant est-ce que le machine learning, je pense que 2015 il y a prescription, je peux en parler maintenant, mais machine learning, est-ce que le machine learning peut aider là-dessus? À l'époque, c'est moi qui me saisis directement du dossier et je leur demande est-ce que vous avez l'écueil habituel dans ce genre de projet, c'est de ne pas avoir les données, mais il se trouve qu'ils ont les données. Ils ont des centaines de milliers de lignes de colis, lettres affranchis, dont un tout petit nombre, en dessous du pourcent, et sont en réalité des affranchissements frauduleux. Et donc, je travaille en chambre, comme j'avais l'habitude de faire du côté recherche, je passe des semaines et Eureka, je me rends compte que c'est complètement possible de faire bien mieux que le hasard pour détecter les colis et les lettres frauduleuses et bien mieux que ce que les équipes de La Poste arrivaient à faire à l'époque. Et donc, on parle de peut-être 2 mois après le début du projet, je reviens voir La Poste et je dis voilà, j'ai un modèle qui marche super bien, je vais vous le démontrer. Et puis, tout le monde est étonné que le machine learning marche, on commence à chercher à l'utiliser. Et là, on se pose des questions, on se dit, mais alors, du coup, ça nous embête parce que la manière dont ça marche, ça c'est La Poste qui parle à l'époque, c'est quand on a détecté un dédommagement qu'on a fait qui était frauduleux, bah, on va au tribunal. Et du coup, là, ça nous embête ton truc parce que, en fait, maintenant, au lieu d'aller au tribunal 10 fois par mois, on va devoir y aller 100 fois par mois parce que ton modèle nous a détecté bien plus que ce qu'on avait. Et c'est là où j'ai un moment où je me dis, mais c'est dingue, j'ai passé 3 mois à m'amuser, mais c'était pas que de l'amusement, je veux dire, c'était aussi pour être utile, autour du modèle, de comment j'allais faire pour détecter les fraudes. À aucun moment, je me suis posé la question du modèle dans un flux de valeur, dans un flux de création de valeur. C'est-à-dire le modèle, comment il allait être branché, qu'est-ce qu'il recevait et comment il allait être branché. Et c'est au bout de 3 mois que je réalise que le modèle, on considère un use case où il est appelé au moment où on va faire des procédures au tribunal. Et donc, en fait, si on gagne, on perd. Parce que de toute façon, La Poste à l'époque, et je pense aujourd'hui encore, n'est toujours pas armée pour faire des centaines de procès. Et donc, en fait, ce modèle, si on doit l'utiliser, il doit être utilisé avant l'indemnisation. Au moment où le téléconseiller à la personne au bout du ligne, il dit mais cet affranchissement, vous l'avez fait dans quel contexte, etc. Et du coup, n'indemnise pas. Mais alors, du coup, si on fait ça, il y a des données que j'ai qui ne sont pas disponibles. Parce qu'en fait, les données que j'ai arrivent après dans le cycle. Et donc, ça va vous paraître familier, vous, à tous ceux qui êtes dans deux Product Crew et donc qui avaient une démarche produit et donc qui vous intéressez à la question des flux de valeur, de ce qu'on cherche à résoudre avant le comment. Et c'est tellement classique pour des data guides. C'est un écueil dans lequel je suis tombé, moi, perso, plusieurs fois. C'est très classique aussi côté produit, même côté tech. Hein. Nous, on demande souvent les achievements sur les profils TPC et on s'amuse à les lire. Et enfin, on les lit parce que c'est hyper important.
Et souvent, on a des choses du type mise en place de la discovery, création d'une équipe, design from scratch, migration sur JavaScript, je ne sais plus combien. Et en fait, tu es là, ok, très bien, mais quel impact en fait? C'est quoi la bottom line ou la top line derrière? Exactement. Et donc, tu aurais été mon recruteur à l'époque, Mehdi. Tu m'aurais dit, mais alors Jérémy, c'est quoi le projet le plus impactant sur lequel tu as déjà bossé dans ta vie? Je t'aurais dit, ah bah, sans aucun doute, la Poste. D'accord, mais alors du coup, qu'est-ce que tu as changé? Bah, j'ai fait un modèle qui détectait les fraudes mieux que nanana, nanana. C'est super. Et alors du coup, il n'y a plus de fraude? Ah, bah si, il y a encore des fraudes, mais en fait, le modèle. Mais alors du coup, c'est quoi l'impact du modèle? Ah, tu m'aurais cuisiné et puis je t'aurais dit, bah, à date, zéro. On a bossé 3 mois. Si on regarde comment il est utilisé, concrètement, ce que ça a changé dans la vie des équipes, il cible un petit peu mieux les 10 procès qu'ils font par mois, mais il n'a pas été branché au bon endroit. Mehdi, pendant que je parle, je vois qu'il y a eu plein de questions sur le Yes, chat, sur le est-ce que le doctorat est un point négatif en entreprise, etc. Il y a peut-être un moment où on a envie de les prendre et de. on va faire ça. La question du doctorat, elle est intéressante. Elle recoupe avec ce que tu disais un peu plus tôt. Je... Toi, t'en penses quoi sur quand tu vois des profils doctorants qui arrivent? Moi, quand je vois des profils doctorants, je me dis deux choses. Une des choses, je vais parler de mon a priori et de mes biais cognitifs, hein. Euh, en tant que recruteur, je me dis que j'ai affaire à quelqu'un de super pointu euh, et quelqu'un qui a travaillé dans une forme de solitude, c'est-à-dire qui est capable, avec très peu de supervision, de tailler son chemin jusqu'à un objectif qui demande des mois de travail et qui est difficile à atteindre. Donc ça, c'est vraiment du côté positif. Et du côté point d'interrogation, c'est l'adaptation dans le monde de la scale-up. À quel point cette personne sera capable de travailler dans un environnement beaucoup plus, avec des contacts Incertain. beaucoup plus rapprochés, Ouais. beaucoup plus incertains, où la prise de risque, où on est averse à la prise de risque, où on n'est pas prêt à tenter d'investir 6 mois ou 1 an ou 2 ans, comme on le fait en thèse, pour à la fin se rendre compte que ça marche pas, parce qu'une thèse, elle est quand même réussie si on arrive à montrer un résultat négatif. Euh, pour une scale-up qui n'a pas des épaules financières très solides, c'est pas c'est pas le genre de risque qu'on est prêt à prendre. Et donc je me pose la question de l'adaptabilité de ces profils-là en scale-up. Ça ne veut pas dire qu'on les embauche pas. J'ai embauché plein de gens, je suis hyper content et pour la grande majorité, ça s'est très bien passé Mais c'est la de première gens qui ont des réflexion que thèses. tu as. Mais c'est la première. Je Et, te cache pas que c'est quelque chose que tu- je me pose. Et donc du coup, je vais poser des questions dans l'entretien pour m'assurer que la personne est compatible, ou en tout cas avec mes guides, avec parce que je pense que la personne est compatible pour l'univers de la scale. Et à partir du moment où je lève ces doutes-là, j'hésite pas à faire des offres. Et en général, ça se passe très bien. Jérémy, c'est combien de personnes aujourd'hui le contingent data chez Conto? Chez Conto, c'est entre une cinquantaine et une soixantaine de personnes. Je crois qu'on est à Donc c'est l'un des 56. plus gros contingents, je pense, en scale-up en Ah France. ouais, on est. Euh, Ouais. Enfin, tu, je sais pas si c'est le plus gros, mais c'est un des plus gros, en effet, ouais. c'est un des plus gros. Comment ça s'organise? Comment est-ce que tu scales une équipe data, tu vois, rapidement? Comment tu arrives à une équipe aussi conséquente? Je crois que ça va être ma première Alors, question et ma deuxième question. Enfin, bon, partons là-dessus déjà. ouais, bah d'abord en la structurant, c'est-à-dire que c'est pas. Donc, derrière cette équipe data, il y a en réalité, par exemple, chez Conto, 4 équipes. Il y a 3 équipes qui sont customer facing. Souvent, c'est des clients internes. Donc, l'équipe principale chez Conto, c'est l'équipe BI. Les gens de cette équipe aiment pas trop le nom BI. Moi, j'aime bien, j'entends le I de intelligence, mais eux, ils trouvent que ça fait vraiment vieillot. Donc, eux-mêmes, ils s'appellent data analyst. On a trouvé ce deal que eux-mêmes s'appellent data analyst et moi, j'appelle l'équipe BI et tout le monde est content. Euh, et, et ça, c'est un truc que dont j'ai mis du temps à comprendre la puissance. Venant du monde de la recherche, des algorithmes, des méthodes profondes, dures techniquement, etc. La puissance d'un dashboard bien fait. Mm. Juste un tableau, une représentation graphique dans lequel on met des nombres en vert ou en rouge ou en orange. Et ça, sans avoir à parler, ça permet d'aligner et d'orienter des centaines de personnes. On regarde nos objectifs hebdomadaires, il n'y a pas besoin de faire de commentaires, on voit est-ce qu'on est rouge, orange ou vert. Et donc, de la question du bon design de ces chiffres et de comment les représenter visuellement euh, peut amener des gains d'efficacité en pratique démentiels. Et donc, j'ai complètement
overlook, je ne sais pas comment on dirait en français, sous-estimé la puissance d'une bonne BI pendant mes premières années de management dans le contexte data des entreprises. Mais maintenant, et je dirais que c'est vraiment l'expérience Conto qui m'a transformé là-dessus, j'en ai compris la puissance et donc c'est le gros des trous. Seulement, cette équipe BI, elle ne fait pas que des dashboards, elle voit les dashboards comme un produit. C'est-à-dire qu'il y a le cycle de vie du dashboard avec sa conception, quelles sont les métriques qu'on cherche à représenter, comment on cherche à les représenter, les livrer sous une forme d'un produit qui vit sa vie avec un life cycle, un cycle de vie. Et bien souvent, quand on est plus loin dans le life cycle, dans le cycle de vie du dashboard, il y a des questions qui viennent de nos utilisateurs qui sont mais maintenant on voit que ce chiffre il était vert, il est passé rouge, que ce chiffre il a évolué dans telle ou telle direction. Pourquoi? Et donc on livre des analyses ad hoc qui sont de l'accompagnement à l'utilisation des dashboards. Et donc ça fait vraiment un rôle très riche chez Conto qui va de la conception des dashboards à l'analyse ad hoc de données. Et c'est la raison pour laquelle c'est vraiment justifié que les personnes de cette équipe s'appellent data analyst. Donc première équipe, BI. En arrivant, je me suis rendu compte que il y avait pas mal de questions très pointues autour des usages marketing, de changement de prix, etc., qui nécessitaient des talents et des skills d'économétrie et qui n'étaient pas du tout à la portée des gens qui étaient en place dans l'équipe BI. Et donc, je me suis dit, bon, soit j'essaie de faire monter en compétence cette équipe-là, mais dans le temps que j'avais, c'était plus facile de créer une nouvelle équipe. Donc, j'ai créé. En fait, tu pars des leviers, des problématiques de Conto sur lesquelles il y a de la valeur assez profonde à Ouais, venir pour créer ton équipe. ouais, exactement. Et donc, c'était cette deuxième équipe que j'ai créée, qui n'existait pas quand je suis arrivé, s'appelle Data Science. Et elle sème un peu le trouble en interne comme en externe. Parce que pour la plupart des scale-up parisiennes, Data Science, ça veut dire du machine learning en production. Et puis, très souvent, dans les boîtes pour lesquelles j'ai bossé ou dans d'autres boîtes, c'est à 90% du machine learning en production. Et puis 10%, on répond à des questions un peu ovni qui sont est-ce qu'il faut investir plus dans les ads de Google ou les ads de Facebook, qui ne sont pas du machine learning en production, mais qu'on prend parce que c'est des questions qui ont l'air un peu data, statistique, et donc on met ça dans le sac machine learning. Mais en fait, peu de boîtes et peu de scale-up, selon moi, ont identifié un besoin qui est très spécifique et bien différent du machine learning en production, c'est-à-dire bien différent du besoin d'automatisation, qui est ce qui, pour le coup, des boîtes comme Meta ont identifié depuis des dizaines, enfin des années, on va dire. Elles ne sont pas si vieilles que ça, mais c'est ce besoin de data science pour la décision. Moi, comme je suis vieux, j'appelle ça de l'économétrie, parce que l'économétrie, c'est un domaine que je trouve très noble, mais c'est vrai que c'est un peu comme BI. Aujourd'hui, si je cherche des économètres, je vais avoir peu de réussite. Donc, j'appelle ça data science. Mais donc, Tu as l'impression data que c'est science, des économistes qui vont arriver avec leur ouais. feutre sur un tableau derrière. Voilà, mais pour moi, l'économétrie, c'est un domaine hyper noble, hyper intéressant, avec plein de. Voilà. Et donc, ces capacités qu'il faut, c'est des capacités bien spécifiques qui ont en général rien à voir avec le deep learning, parce que les gens sont tout feu tout flamme sur les réseaux de neurones modernes, demain, les architectures à base de transformers pour GenAI, etc. Or là, ce qu'il faut, c'est des gens qui soient très forts, qui aient à la fois un business sense très fort, mais aussi très fort dans les stats et dans la notion de corrélation versus causalité. Je vous donne un exemple, je ne sais pas si on en avait discuté, Mehdi, mais quand j'étais chez ManoMano, c'est un exemple, je crois que c'est celui qui m'a le plus frappé dans la corrélation-causalité, mais depuis, j'en ai eu encore beaucoup d'autres, et il y en avait d'autres avant. On nous demande, à l'époque, ManoMano se pose la question de l'expérience de livraison, et se dit, ce qui est compliqué quand on est une marketplace, ManoMano, un marketplace dans le monde du bricolage, jardinage, complètement en ligne, sans magasin physique, se pose la question et se dit, bon, comme on est une marketplace et que du coup on laisse les vendeurs directement gérer la livraison, ça fait une expérience très hétérogène de la livraison. Et quel est l'impact des retards dans la livraison? C'est-à-dire qu'il y a des vendeurs qui sont très bons et qui livrent très rarement en retard, et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus sloppy dans leur logistique. Et tout ça, c'est vu par le client comme une unique marque mano mano. Et donc, quel est le mal que font les retards de livraison sur nos clients? Et une manière de formuler ça, c'est de se dire quel est le taux de réachat quand on a eu un retard de livraison. Et c'est là où vous allez voir tout le mindset qu'il faut avoir du côté data science pour la décision. Nous, ce qu'on fait, on fait un truc qui est assez naturel. On se dit, bon, bah, on va faire deux groupes. On va couper notre base de clients en deux morceaux. Il y a ceux qui n'auront jamais eu de retard de livraison.
et ceux qui ont déjà eu des retards de livraison, au moins une fois. Et puis, on regarde les taux de réachat dans chacun de ces deux groupes. Et là, on écarquille un peu les yeux. On dit, mais c'est dingue. Les gens qui ont eu des retards de livraison réachètent plus. Incroyable. Alors, incroyable. Alors, au début, je suis passé complètement à côté du problème. Hein. Donc, je dis, oui, il doit y avoir un problème dans la requête. C'est encore les sources Peut-être de qu'ils se données sont qui fait sont. rembourser la livraison derrière. Peut-être qu'en fait, on ne log pas, qu'ils se sont fait rembourser la livraison. Montre-moi la requête, etc. Et j'ai beau regarder le truc dans tous les sens, je vois pas le bug. J'y passe littéralement des jours. Bon, je sais après qu'en avoir discuté, il y a des gens qui le trouvent le truc comme ça. Mais oui, en fait, il y a un biais de sélection qui maintenant me semble évident, que j'ai quand même mis plusieurs jours à trouver, qui est que les gens qui ont eu des retards de livraison ne sont pas n'importe qui. Il y a un lien entre ce qu'on cherche à mesurer et les groupes qu'on a formés. On n'a pas formé les groupes au hasard. Plus on est un utilisateur intense de la plateforme de ManoMano, plus on va faire des commandes. Plus on va faire des commandes, plus on va avoir le risque d'avoir une de ces commandes qui arrive en retard. Et donc, si on fait le groupe de ceux qui ont eu des commandes qui arrivent en retard ou de ceux qui n'ont pas eu des commandes qui arrivent en retard, et ben en fait, on aura naturellement échantillonné plus d'utilisateurs power users, des utilisateurs intenses, dans le groupe de ceux qui ont des commandes qui arrivent en retard. Désolé, je suis peut-être en train de vous embrouiller. Mais ce que je veux dire, c'est C'est que, fascinant. Non. en fait, ce qu'on observe est une sorte de tautologie. Bah oui, dans le groupe des gens qui ont eu des commandes qui arrivent en retard, on retrouve des gens qui achètent plus. Mais c'est parce qu'ils ont acheté plus qu'ils ont eu des commandes qui sont arrivées en retard, pas parce qu'ils ont eu des commandes qui sont arrivées en retard qu'ils ont acheté plus. Donc à ce moment-là, j'ai quand même un instinct de survie. J'ai quelque chose qui m'empêche d'aller voir le comité de direction en disant j'ai trouvé les gars, c'est un peu contre-intuitif, mais en fait, il faut balancer des retards de livraison volontaires. Vous allez voir, ça va faire plus de réachat. Non, on sent que là, il y a un trick, et ce trick, il est autour de corrélation n'est pas causalité. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est très sympa, mais on dit, bah alors du coup, comment on fait pour débiaiser? Comment on fait pour avoir un effet causal et pas un effet de corrélation? Et c'est tout ce savoir-faire qui est complètement orthogonal au machine learning en production. On a beau être hyper fort, hyper pointu sur comment entraîner un LLM, on peut ne pas avoir la moindre idée de comment faire pour avoir un impact causal. Et donc, c'est ça qui m'a fait former cette équipe data science pour la décision, qu'on appelle simplement data science. Mais c'est ce genre de profil, des profils qui sont capables d'avoir un instinct, une intuition autour de corrélation n'est pas causalité, qui connaissent les techniques statistiques pour débiaiser et qui sont aussi intéressés à l'impact. Et enfin, la troisième, je ne sais pas si je vois qu'il y a des réactions. Tout spectre A/B test, oui, absolument. Il y a quelques réactions également. Ouais, Amine, tu as raison, les personnes en retard ne sont pas dans le même groupe. Voilà, moi, c'est ce que j'ai mis du temps à comprendre. On n'a pas fait des retards random, absolument. Bah, c'est ça. Voilà, bon, bah, Amine, si tu veux rejoindre l'équipe Data Science de Conto, on embauche. Voilà. Et donc, il y a une troisième équipe, hein, on parlait de la structure des équipes chez Conto, une troisième équipe qui, pour le coup, est le Data Science pour l'automatisation, c'est-à-dire le machine learning en production. Et là, on est vraiment dans l'équipe qui automatise. Donc, c'est pas grave si la corrélation et la causalité, c'est pas notre fort. Ce qui est important ici, c'est la démarche produit, c'est-à-dire l'automatisation, c'est des morceaux logiciels en production. Et donc, c'est de fournir des produits logiciels qui s'intègrent bien dans un ensemble. Donc, typiquement, l'écueil dont moi j'ai souffert il y a 10 ans en travaillant avec La Poste, ce que je demande à cette équipe, c'est de savoir avant même de commencer, non pas comment ils vont s'y prendre, parce que ça, ils feront les plans et Et ils quel débrouilleront, impact on mais va avoir. quel impact, comment va se comporter leur pièce logicielle dans un ensemble de flux de valeurs pour être sûr qu'ils sont au bon endroit. Il y a autre Donc, si chose. on résume, ouais, Donc ouais, vas-y, en Mehdi. effet, tu as du dashboard, tu as de la prise de décision, de l'aide à la prise de décision et de l'automatisation, de la livraison de produits pour aider à l'automatisation. Tu me disais aussi que, pour toi, ok, tout ça, ça a énormément de valeur, mais le point névralgique, ça reste quand même la data warehouse, quoi. Ça reste la mine, en fait. Exactement. Donc là, on s'est parlé des 3 équipes qui sont customer facing, mais l'endroit où les responsables des équipes data le savent, hein, les VP data, Chief Data Officer, Head of Data, etc. L'endroit où tu perds, où tu gagnes la bataille, c'est dans la plateforme. C'est savoir est-ce que tu ingères des données que tu mets de bonne qualité et que tu les transformes en tables qui permettent en tables ou en objets qui sont facilement découvrables et requêtables, ou est-ce que
tu as du garbage en entrée, parce que on connaît le truc, hein, garbage en entrée, garbage en sortie. Et donc, c'est les 4 équipes chez Conto, BI, Data Science, Data Products, j'ai oublié de dire comment elle s'appelle. Data Science pour l'automatisation, elle s'appelle Data Products chez nous. Data Products, ça peut vouloir dire plein de trucs, hein, en particulier dans les organisations Data Mesh, Data Products, ça veut dire autre chose. Et Data Platform. Et donc, les profils que je recrute dans ces équipes sont assez différents. Alors, vu de très loin, c'est tous des data guys, non genrés, hein. On essaye d'avoir une parité homme-femme chez Conto le plus possible, y compris dans les équipes data. Et on est loin d'être les derniers de la classe dans le monde de la tech. Ça, c'est plutôt chouette dans l'écosystème data, c'est que c'est plus équilibré que d'une manière générale à la tech, je dirais. Et donc, ça, c'est les 4 équipes de chez Conto. Du coup, attends, ça te fait une team de 50 personnes. Bon, les profils data sont pas les moins chers du marché, loin de là. C'est une équipe voilà, consommatrice de ressources. J'imagine des gens très smart. Ça doit se justifier, j'imagine, quand tu as des discussions voilà, avec les co-founders ou autres, tu dois justifier de cette équipe. Et c'est là qu'en fait intervient voilà, le fameux la fameuse voilà, ça se compte en euros. En fait. L'investissement dans la data se compte en euros. Comment est-ce que tu justifies, toi? Alors du coup, maintenant, on peut revenir à l'attaque défense et je vais répondre à ta question, Mehdi. Hein, mais voilà. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'une équipe data, c'est comme une équipe de foot. Tout le monde n'a pas le même rôle dans cette histoire. Entre la plateforme et la data science, il y a le même écart qu'entre la défense et l'attaque. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pense qu'il y a des questions qui, pour moi, en tout cas, moi, je me pose pas et je sais pas y répondre quand on me les pose. C'est quel est l'impact en euros de l'ingestion des données? Quel est l'impact en euros de ton data warehouse? Ça, pour moi, c'est pas une bonne question. Donc, quand je dis que l'impact d'une équipe data se mesure en euros, ça ne veut pas dire, donc vous allez dire que je vous embrouille, mais ça ne veut pas dire qu'il faut mesurer l'impact de tout le monde dans l'équipe data en euros. Il y a des choses que je ne sais pas mesurer en euros et c'est très bien comme ça. Donc, je suis pas en train de dire que le travail de tout le monde, ni dans l'équipe data, ni d'une manière générale, tous les employés de France et de Navarre doivent mesurer leur impact en euros. Mais de la même manière qu'une équipe de foot, à la fin, son impact se mesure en victoires, en nombre de victoires. Et le nombre de victoires, c'est le nombre de buts qu'on marque, moins d'une certaine manière le nombre de buts qu'on encaisse. Et ben ici, on va mesurer l'impact de chacune de ces 4 équipes en fonction de leur rôle. Il y a des équipes dont le rôle sera de marquer des buts et il y a des équipes dont le rôle sera de ne pas en prendre. Et quelles sont les équipes qui marquent des buts chez Conto? Autrement dit, marquer des buts, pour moi, c'est qui soit génèrent des euros incrémentaux, soit nous évitent d'en dépenser. Et donc, moins, ça fait plus. Hein, donc, si on évite des coûts, c'est comme si on avait, c'est pas complètement équivalent, mais c'est assez proche conceptuellement de se dire qu'on a généré des euros. Les 2 équipes qui sont aux avant-postes, c'est Data Science et Data Products. L'une, Data Science, apporte des euros en disant tiens, on va mesurer l'incrémentalité de telle ou telle initiative, ou au contraire mesurer le coût que ça nous a évité de payer. Je vous donne un exemple tout con. La plupart des boîtes se posent la question suivante. La plupart des boîtes tech, digitales, se posent la question suivante. Est-ce que j'ai vraiment besoin de bider, d'enchérir sur le nom de ma marque sur un moteur de recherche, mettons Google? Est-ce que, quand on est TPC… A priori, la réponse est oui pour tout le monde, d'instinct. Voilà, alors c'est là où c'est hyper intéressant. C'est que les gens ont des convictions. Et chez Conto, comme chez Banomano, comme chez Vente Privée, comme hier, ce qui est rigolo, c'est de voir que les convictions sont différentes. Il y a des convictions qui disent, mais carrément pas. Si quelqu'un tape TPC, je parle juste vraiment de TPC, TPC ou de Product Crew, encore plus explicite, sur Google, pas besoin de payer pour arriver à The Product Crew sponsorisé. La personne sait ce qu'elle cherche, elle a tapé The Product Crew, elle viendra tranquillement scroller jusqu'au 3e lien s'il y a 2 compétiteurs qui se sont amusés à bider sur le nom de notre marque. Et sa recherche étant explicite, pas besoin d'investir dessus. Il y en a même qui vont jusqu'à dire c'est du racket. On nous demande d'investir sur le nom de notre propre marque, c'est nous qui l'avons fait. Et puis, tu en as d'autres qui disent, Mehdi, mais carrément si. C'est hyper important. Si des compétiteurs nous outbid sur le nom de notre propre marque,
il va y avoir des gens qui avaient l'intention de venir chez nous, de cliquer, de voir, de découvrir, et qui se retrouveront chez les compétiteurs parce que la puissance d'être en premier dans un moteur de recherche est énorme, tout le monde le sait. Et donc, on est dans un monde de conviction. On est dans un monde de conviction. Des fois, on est dans le monde de celui qui gueule le plus fort ou celui des founder first. Et c'est là où l'équipe data science, mais du coup ici data science qui est devant les cages, a un rôle hyper important à jouer. C'est-à-dire, les gars, ici on a tous des convictions. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de mettre en place une expérience qu'on va vous décrire maintenant. On ne sait pas quel résultat elle va donner. On ne sait pas si à la fin, ça va dire oui, ça a un impact ou non, ça n'a pas d'impact. Mais on va vous raconter cette expérience et on va vous demander est-ce que vous y croyez ou pas. C'est-à-dire, une fois qu'on vous a raconté le protocole d'expérience qu'on s'apprête à faire, la manière dont on compte mesurer l'impact du bidding du mot-clé Conto en euros, est-ce que vous serez d'accord avec les conclusions qu'on ne connaît pas, mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'architecture de l'expérience? Si jamais on se rend compte qu'avec cette expérience, ça n'apporte rien, vous qui avez la conviction que c'est fondamental, vous vous rangerez derrière ceux qui pensent que ça sert à rien. Et ceux qui pensent que ça sert à rien, est-ce que vous êtes d'accord que si on se rend compte avec notre expérience que l'impact incrémental est prouvé statistiquement, alors vous changerez votre casquette de sens et vous direz OK, on paye pour le mot-clé Conto. Intéressant d'avoir du commit avant même de commencer. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est un petit trick. On parlait des pièges à éviter. Le piège classique sur la data, c'est qu'elle soit utilisée a posteriori. C'est-à-dire que tu me fais tu me commandes, Mehdi, une expérience en disant moi, je suis founder de TPC, ça m'intéresse ce que tu as à me dire sur est-ce qu'il faut que je bide ou pas sur TPC. Mais Mehdi, tu as tes convictions propres. Toi, tu es convaincu que c'est hyper important. Je te fais l'expérience, je te raconte pas comment je vais faire l'expérience, je t'implique pas à ce moment-là. Je te ramène les 20 slides ou les 10 slides ou les 3 slides de conclusion. Et là, tu vois que le résultat, il est contre ta conviction. Et là, tu me dis, ouais, tu peux me raconter comment tu as fait là exactement pour. Et c'est à ce moment-là que tu déroules le fil dans l'autre sens, en disant, puisque le résultat ne me plaît pas, j'essaie de comprendre comment il a été fabriqué. Alors, c'est un biais qu'on a tous. Hein. Alors que si le résultat il me plaît, je rentre dans ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et je ne dis pas, moi, Mehdi, je pense que c'est très important de bider sur de produits coûts. Je dis, la data dit que c'est très important de bider sur produits coûts. Alors que si c'est contre ta conviction, tu dis pas, la data dit que c'est pas important de bider sur de produits coûts, tu dis, la data s'est trompée. Donc, connaissant ce piège-là, on sait que c'est hyper important de faire signer tout le monde avant que la première journée de l'expérience commence. C'est-à-dire sur le protocole. Parce que à partir du moment où tout le monde a signé sur le protocole, tout le monde dit, voilà, ce qu'on s'apprête à faire est hyper logique. Donc, il y a un travail de pédagogie, d'expliquer le protocole à tout le monde pour que ensuite, on laisse l'expérience se dérouler et qu'on ne challenge pas le résultat de l'expérience s'il est contre nos convictions a posteriori. Que le challenge se passe a priori. Si on est contre l'expérience, le protocole d'expérience, sans connaître le résultat, à ce moment-là, on peut le challenger. Mais pas, on était pour au moment où on nous racontait le protocole d'expérience, mais maintenant qu'on voit que le résultat est contre nos convictions, on le challenge. Ça, l'arbitre data sort le carton. Donc, ouais, je vois qu'il y a des questions. Et du coup, en fait, tu travailles sur cette question de l'optimisation du SEO, SIA pour voir si Ouais. Et alors quelle là, est la je peux vous corrélation avec raconter. les économies derrière. Enfin, c'est l'équipe BI ou c'est l'équipe Data Science Ouais, c'est la question de Simon. C'est la question de Simon et Simon, c'est une super question. C'est l'équipe data science. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il se trouve que c'est très compliqué à faire. La question elle est toute conne, mais c'est très compliqué à répondre à cette question avec un protocole d'expérience qui soit robuste. Et on utilise ce qu'on appelle la notion de groupe de contrôle synthétique. Qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Alors, il y en a ceux qui connaissent dans l'auditoire. C'est qu'on aimerait bien faire un A/B test. On aimerait bien dire je bide ou je bide pas. Mais le problème, c'est que quand on est de Product Crew, quand on est Conto, quand on est Mano Mano, on ne maîtrise pas qui va voir et qui va pas voir. Il n'y a que Google, le moteur de recherche, ou un autre moteur de recherche, qui maîtrise l'A/B test. Donc, les moteurs de recherche proposent des A/B tests, mais moi, dans les boîtes où j'ai bossé, on a tendance à pas faire confiance aux chiffres des plateformes. On a envie de regarder nos propres chiffres. Ça ne veut pas dire qu'on les regarde pas, les chiffres des plateformes, mais ça veut dire qu'on veut les comparer à ce qu'on est capable de mesurer en interne. Et c'est là où ça se corse, parce que mesurer en interne l'impact du bidding, c'est compliqué. Donc, comme on ne peut pas faire d'A/B test, on fait des pseudo-A/B tests. C'est-à-dire qu'on imagine. Alors, le truc qui marche pas, c'est de faire avant-après. C'est-à-dire, pendant toute une période de l'année, mettons jusqu'à juin, on bide, et puis à partir de juillet, on arrête de bider. Pourquoi ça marche pas? Parce que la plupart des business pour lesquels j'ai bossé sont saisonniers, et donc il y a des fluctuations qui sont énormes au moment de l'année. Il n'y a pas un mois où
qui ressemble à l'autre. Et donc, même quand on continue à bider, il y a des plus 10, moins 10% naturellement. Et donc, d'attribuer l'impact du bidding dans une telle quantité de bruit, c'est infaisable. Donc, on est obligé de faire autrement. Et donc, ce qu'on a fait chez Conto et ce qu'on a fait chez Mano, ce que j'ai fait à plusieurs autres endroits, c'est de faire un géotest. C'est-à-dire que dans une partie de la France, on va continuer à bider et dans une autre partie, on va arrêter de bider. Et ça suppose d'avoir, avant même l'expérience et des mois avant l'expérience, fait ce qu'on appelle une calibration. C'est-à-dire que sur la partie où on va bider ou sur la partie où on va arrêter de bider, on essaye de prédire ce qui va se passer à partir des données historiques. Alors même que je me rends compte, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que je vais vous perdre, mais en gros, on essaye de s'étonner que, alors même que pendant des mois, on était capable de prévoir le nombre de visites sur le site de Conto qui venait depuis l'Île-de-France, parce que quand on donne toutes les visites des autres régions, on arrive à prévoir l'Île-de-France. Là, maintenant, depuis qu'on s'est mis à arrêter de bider sur l'Île-de-France, en fait, par rapport à ce qu'on avait prévu, on observe à peu près la même chose. Autrement dit, l'impact du bid ou de l'absence de bid est nul. Inversement, si on se rend compte que par rapport à ce qu'on avait prévu, on se met à avoir beaucoup moins de visites en Ile-de-France parce qu'on a arrêté de bider en Ile-de-France, on attribue la différence de ces deux indicateurs, celui prévu à celui qu'on observe, à l'absence de bidding. Je m'excuse parce que ce que je raconte, j'essaie de le faire vite et donc c'est un peu confus. Pas de Mais ce que souci, je veux dire, c'est Jérémy. que ça demande toute une méthodologie. Et donc, pour reprendre la question, ça, c'est marquer des buts. Parce qu'à la fin, ça, c'est une équipe data science qui, si elle n'avait pas existé, on en serait encore à une querelle de conviction. Mais grâce à l'équipe data science, on passe des convictions à de la data et on devient véritablement data-driven. Et donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on s'attribue le but. On dit, vous voyez, avant, il y avait le Chief Finance Officer et le Chief Growth Officer qui étaient en désaccord sur ce point, mais chacun a venu avec ses convictions. Nous, en fait, on a prouvé, et ça a été le cas chez Conto, ça a été le cas ailleurs aussi, que en fait, bider sur juste le nom de la marque ne servait à rien. Et donc, du coup, maintenant, on le fait en tranquillité d'esprit. Et donc, on s'attribue l'économie des coûts qui proviennent de cette décision. Donc, le but de l'équipe data science, c'est de faire des recommandations d'action, ici, arrêter de bider sur le mot-clé Conto, avec de l'estimation d'impact. Si on fait ça, on économisera X, je ne peux pas rentrer dans les détails, et sans aucune perte de clients. Ça, c'est les buts marqués par l'équipe data science. Les buts marqués par l'équipe data product, c'est des morceaux de software qui rapportent de la valeur. OK, on va détecter automatiquement la TVA quand on nous envoie une facture. Mais ça va changer quoi dans l'expérience client? Ça va changer la stickiness? D'accord. Est-ce qu'on peut mesurer que quand on met cette brique logicielle, on a plus de stickiness que quand on n'en a pas? Donc voilà, il y a des équipes dont la raison d'être est de marquer des buts. Et il y a des équipes qui sont plus en milieu de terrain, je pense à BI, qui sont de distribuer les ballons et de rendre visible la data, donc ici d'assurer une sorte de fluidité du jeu. Et il y a des équipes plateformes dont le but est d'éviter qu'on se prenne des buts. Et se prendre des buts, c'est avoir des datas qui sont caviardées ou avoir des incidents d'ingestion parce que le back-end a changé le schéma de telle ou telle table de données source. Et ça empêche tout le monde de bosser. Et donc, jamais il me viendra à l'esprit de demander à l'équipe plateforme, data plateforme, quel a été votre impact en euros. Mais on est un collectif. Peu importe Ouais. si l'équipe plateforme a Tu comme la mesures vocation à la fin de l'année, tu la voilà, mesures à à la la fin fin de du l'année, trimestre, quoi. on Tu regardes s'attribue, un petit peu voilà, on s'attribue le tous score le global. résultat, on s'attribue tous le score global. Alors évidemment, hein, il y a un peu comme au foot, il y a du coup des rôles phares. Quand on est attaquant, on est un peu plus repéré comme comme promoteur de valeur que quand on est défenseur, et on n'y peut rien, c'est la vie. Mais n'empêche que les victoires et les buts sont collectifs, et c'est grâce au bon travail de l'équipe plateforme qu'on a évité d'en prendre et qu'on a pu en marquer. Moi, j'adore le rôle de numéro 6. Je ne sais pas si vous avez un numéro 6, un Claude Makelele dans l'équipe data. On C'est a, mon rôle préféré. mais je Euh, dirais pas qui c'est. on a une question de Marie-Laure sur comment tu gères la répartition la répartition du temps entre les projets internes, donc stack techno, gouvernance, et les projets data orientés business. Ouais, du coup, nous on appelle ça le scaling chez Conto, hein, la data qui bosse pour elle-même. Par exemple, quand on est dans l'équipe data science pour refaire nos outils,
pour refaire notre librairie de géotest. Et tu as raison, Thibaut, le géotest, c'est proposé par Google, comme l'A/B test d'ailleurs. C'est juste que, hein, comme je le disais, moi, je fais pas confiance. Ça veut pas dire qu'ils sont faux, les chiffres des plateformes, mais je préfère être capable de le mesurer indépendamment. Donc, soit on refait nos outils, soit on bosse pour les clients internes. Et notre split chez Conto, il est de 20%, 80%. 20% de scaling et 80% de business outcome. Et c'est vrai pour toutes les équipes. Pour plateforme, le scaling, ça veut dire travailler sur ses propres outils d'ingestion et donc mettre à jour Airflow, parce qu'on utilise Airflow, changer les librairies qui reconnaissent les types de données de colonnes, enfin, tout ce que vous voulez. Mais chacune des équipes a la notion de scaling et de pas scaling, et c'est grosso modo 20%, 80%. On va aller chercher de la data un peu quali et quanti. Il nous reste 2-3 minutes. Moi, j'ai une dernière question. Dites-nous sur 5, mettez-nous une note sur 5 sur ce talk et dites-nous ce que vous en avez pensé. Alors pourquoi vous mettez telle ou telle note, si vous le voulez bien, dans le chat. Moi, ma dernière question, c'est bon, je crois qu'on est arrivé à un peu plus de 150 personnes dans le talk, avec un taux de stickiness assez important, parce qu'il y a peu de gens qui nous ont lâchés. Donc, merci vraiment à vous et à toi, Jérémy. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle du tout. En revanche, je crois que tu as des convictions assez fortes de ce côté-là, Jérémy. Ouais, j'ai un aveu à vous faire, c'est que moi, c'est une révolution, hein, ce qui est en cours sur GenAI. Je pense que tout le monde l'a compris. J'ai juste, moi, mis un peu de temps à le comprendre. C'est-à-dire que j'ai raté, et ça, je repense au début de la discussion, finalement, ça nous fait boucler sur le début, c'est que en ayant quitté les labos, j'ai perdu de vue là où se trouvait vraiment l'innovation. Et donc, quand le Attention is all you need est sorti en 2017, j'ai vu le papier, mais j'en ai pas compris la profondeur. Je me rappelle très bien qu'on se l'était lu, on avait un petit groupe de lecture de papier, parce que à l'époque où j'ai rejoint Vente Privée, j'ai quand même eu du mal à me défaire complètement de la recherche. Donc, on avait organisé un petit groupe de lecture parce qu'il y avait deux autres personnes dans l'équipe qui étaient fans de recherche aussi, qui étaient docteurs. Et l'une de ces personnes, je me rappelle très bien, Thibaut, si tu nous écoutes, avait présenté Attention is all you need. Et à ce moment-là, j'avais pas compris ce qui était en train de se passer. Et donc, c'est 6 ans plus tard, en 2023, en jouant avec ChatGPT, que j'ai compris ce que ça voulait dire transformer en pratique et à quel point il y aurait un avant et un après. Je crois que pour ma défense, je ne sais pas si je suis attaqué, mais enfin, je ne suis pas le seul. Si j'ai bien vu, parmi tous les auteurs de ce papier de 2017, je crois qu'il n'y en a presque plus un seul, ou peut-être un qui est resté chez Google. Je pense que Google non plus n'a pas complètement compris en 2017 ce qui était en train de se passer dans ses propres locaux. Mais je m'avance un peu. Donc, GenAI, c'est une révolution et on est en train de changer complètement le paradigme de la manière dont on fait de l'automatisation. Je vous donne un exemple, histoire de ne pas rester trop abstrait et de ne pas être dans les effets de manche. Quand je travaillais à Vente Privée, ou chez Manomano, ça marche aussi, puis même chez Conto, un peu moins, il y a une problématique de taxonomie, une problématique de catégorisation des produits. Hein, quand on est un vente privée, c'est très important de reconnaître automatiquement que tel produit, c'est un t-shirt et que tel autre produit, c'est un polo. Quand on est chez Mano, on a une long tail, c'est très important de reconnaître que tel produit, c'est un aspirateur de piscine, mais pas une piscine. Parce que ça permet de ranger comme ça les produits. La manière de faire à l'époque consistait à utiliser du machine learning, j'allais dire traditionnel, où on calcule des features qui viennent du texte de la description du produit, qui viennent de l'image du produit. Il se trouve d'ailleurs que l'image, à l'époque, apportait moins que le texte. Le texte est le plus important. C'est pas si surprenant. Et d'entraîner des modèles pour trouver la bonne catégorie. J'ai refait le test récemment juste en balançant la description du produit au LLM sans même donner son image. Mais si on donne son image, c'est pire. Enfin, c'est encore mieux, j'allais dire. Et le taux de reconnaissance de la bonne catégorie du produit, je ne peux pas partager les chiffres parce que c'est encore trop récent, mais est infiniment meilleur que ce que faisaient les équipes spécialisées. Autrement dit, maintenant, on a sur l'étagère un outil qui fait mieux
que ce que faisaient des équipes spécialisées en plusieurs mois de travail. Donc, le message que j'ai à vous faire passer autour des deux grandes avancées qui sont les transformeurs d'un côté et les diffuseurs de l'autre, hein, l'avancée sur le texte et l'avancée sur les images, c'est ne passez pas à côté. L'impact sur nous va être monstrueux. Et là, j'ai parlé de la concurrence des LLM sur le machine learning traditionnel, mais j'ai pas parlé de la puissance des cursors ou copilotes sur l'assistance à faire du code et comment ça change la vie des développeurs et comment ce qu'on fait aujourd'hui avec une petite équipe pourrait faire la même chose que ce qu'on faisait avant sans ces outils-là avec une plus grosse équipe. Donc on est sur des outils, un certain nombre d'entre vous sont persuadés, je m'adresse aux autres qui sont sceptiques, ne restez pas sceptiques longtemps, essayez. Vous pourrez vous faire vos convictions, mais essayez. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite, qui consiste à attendre que le produit sorte tout frais pour vous rendre compte. En tout cas, maintenant qu'il est là, par contre, ne passez pas à côté. Et moi, ma conviction profonde, c'est que c'est le cas aussi pour les product managers, les designers, les recruteurs. Enfin, c'est assez dingue les gains de productivité qu'on a maintenant grâce à ça. Jérémy, merci beaucoup. Canon, moi j'ai trouvé que c'était passionnant, encore plus que la dernière fois. On a des très très bons retours. Merci à vous. N'hésitez pas à ajouter Jérémy sur LinkedIn pour continuer la conversation. Je pense que ça sera très cool et il y aura probablement des choses intéressantes qui sortiront de là. Voilà, on te revoit au prochain apéro The Product Crew, Jérémy, j'espère en tout cas. Passe une très belle après-midi, vous aussi. Passez une très très bonne après-midi et puis à très bientôt pour un nouveau live, un nouveau